Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, je vous propose une leçon sur les indications de revascularisation coronaire. Je commencerai par aborder le degré anatomique de sténose et retentissement fonctionnel. J'évoquerai dans un second temps les indications formelles et je terminerai par les indications possibles. Tout d'abord, étudions les degrés anatomiques de sténose et retentissement fonctionnel. La sténose coronaire est considérée comme significative, c'est-à-dire susceptible d'avoir un retentissement hémodynamique lorsque le degré de sténose atteint 70%, 50% au niveau du tronc commun. Ce sont des sténoses de ce degré ou d'un degré supérieur dont le lit d'aval est de bonne qualité qui font qu'un patient est candidat potentiel à une revascularisation. Encore faut-il, dans l'idéal, avoir la certitude du retentissement fonctionnel de la sténose anatomique, c'est-à-dire le plus souvent de l'existence d'une ischémie en aval de la sténose, ou parfois de l'existence d'un territoire myocardique non ou peu contractile, sidéré ou hibernant, mais viable et donc susceptible de retrouver une cinétique normale ou améliorée si les conditions de perfusion sont normalisées. La démonstration de l'ischémie myocardique peut se faire cliniquement devant un angor typique ou lors d'épreuves fonctionnelles comme l'ECG d'effort, la scintigraphie au thallium ou l'échocardiographie de stress. Je répète, la démonstration de l'ischémie myocardique peut se faire cliniquement devant un angor typique ou lors d'épreuves fonctionnelles comme l'ECG d'effort, la scintigraphie au thallium ou l'échocardiographie de stress. Je répète une dernière fois, la démonstration de l'ischémie myocardique peut se faire cliniquement devant un angor typique ou lors d'épreuves fonctionnelles comme l'ECG d'effort, la scintigraphie au thallium ou l'échocardiographie de stress. La mise en évidence d'une viabilité au sein de territoires myocardiques hypocontractiles fait appel à la scintigraphie au thallium, à l'échocardiographie de stress ou à la tomographie par émission de positrons. Venons-en à présent à la question des indications formelles de revascularisation coronaire. D'un point de vue théorique, les indications caricaturales de revascularisation coronaire sont les situations dans lesquelles le traitement médical se trouve en échec, comme par exemple dans le cas où un traitement anti-angiogène maximal ne permet pas de contrôler cliniquement un angor ou de négativer les tests fonctionnels, ou les situations dans lesquelles la revascularisation a prouvé sa supériorité par rapport au traitement médical dans des études randomisées prospectives. L'étude de ce type, la plus souvent citée, a comparé directement traitement médical et revascularisation chirurgicale chez différents types de patients coronariens. Les seuls groupes dans lesquels le traitement chirurgical avait une supériorité avérée par rapport au traitement médical
en termes de survie étaient les patients ayant une sténose du tronc commun et ceux ayant des lésions tritronculaires ou équivalentes et une altération de la fonction ventriculaire gauche. Ces deux situations, c'est-à-dire sténose du tronc commun et des lésions tritronculaires ou équivalentes avec altération de la fonction ventriculaire gauche, sont donc restées des indications chirurgicales classiques. Je voudrais à présent poursuivre avec les indications possibles. Dans le cas de sténose significative responsable d'un angor clinique ou de la positivité d'un test fonctionnel, le choix peut se faire entre un traitement médical ou la revascularisation d'emblée, par angioplastie ou par chirurgie. En dehors des situations décrites précédemment, il n'existe pas à l'heure actuelle de consensus concernant ce choix et chaque décision est affaire de conviction et de cas particuliers. Parmi les éléments décisionnels en faveur de la revascularisation, on peut citer sans ordre de priorité particulier les éléments suivants. 1. Accessibilité des sténoses à un geste de revascularisation, c'est-à-dire les réflexes oculo-revascularisateurs. 2. Le caractère proximal des sténoses et la qualité du lit vasculaire en aval. 3. Le fait que l'artère interventriculaire soit atteinte. Et 4. La nécessité d'un traitement anti-anginé lourd pour contrôler les symptômes. 5. La mauvaise compliance du patient vis-à-vis du traitement médical. La situation professionnelle ou familiale du patient ou son refus catégorique d'une intervention chirurgicale constituent autant d'éléments non médicaux susceptibles d'interférer avec le choix du traitement. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir et à bientôt.